Jacquilla, je suis membre du service économique, je suis avec Robert Ophel, qui est le président de l'autorité des marchés financiers, qui nous fait l'honneur de venir à cette deuxième table ronde en vedette américaine, cette deuxième table ronde étant consacrée, ayant pour thème à quand la prochaine crise boursière. Et en fait, c'est la première question que je voudrais vous poser en la replaçant un peu dans son contexte. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, c'est en mars 2020, nous en étions, en tout cas aux États-Unis, au plus long cycle boursier haussier de l'histoire américaine, au 130e mois. Il y a eu la pandémie, il y a eu cette réaction du marché en V, avec une forte baisse et une forte hausse ensuite, si bien que les marchés ont fini à peu près à l'équilibre. Et puis, depuis le début de l'année, on a une hausse encore des bourses de 10 à 15%, avec des ratios de valorisation un peu tendus. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a une bulle boursière? Comme vous venez de le dire, Bertrand, il y a un niveau de valorisation qui est historiquement élevé. Et ça, cela nous dit un certain nombre de choses. La bourse considère aujourd'hui que nous allons avoir une croissance économique forte, un fort rebond dans la période qui s'annonce, cela avec des taux d'intérêt qui, en termes réels, devraient rester très bas, voire négatifs. Et la combinaison de ces deux facteurs nous amène à des valorisations élevées. Mais alors, il y a quand même des signaux d'échauffement du marché, si je puis dire. Il y a d'abord une arrivée d'un actionnariat individuel extrêmement important aux États-Unis, mais en France aussi. Aux États-Unis, il y a eu cet épisode Robinhood, GameStop, avec de nouveaux actionnaires jeunes qui spéculent beaucoup sur les valeurs. Il y a ce phénomène des crypto-monnaies. Il y a, ce qui nous concerne davantage, moins en France qu'aux États-Unis, mais aussi en France, l'existence de ces SPAC, c'est-à-dire des chèques en blanc, de coquilles vides qui permettent aux sociétés d'arriver en bourse en dehors du processus classique. Est-ce que ces signaux ne sont-ils pas un peu avant-coureurs d'une bulle? Là, je vois que chacun de ces signaux doit être analysé en tant que tel. Les particuliers, c'est un phénomène qui est particulièrement intéressant parce qu'il est, en effet, il n'est pas, on le constate dans la plupart des pays. Pour moi, c'est pas forcément l'arrivée de spéculateurs. C'est l'arrivée d'investisseurs en bourse. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cela s'explique probablement par la combinaison d'un certain nombre de facteurs, en particulier l'an passé, une épargne donc des ménages extrêmement élevée, une capacité à intervenir sur les marchés à distance, avec des offres qui sont faites par des plateformes qui se sont développées, alors même que beaucoup de ces plus jeunes étaient en télétravail chez eux et étaient sur l'ordinateur. Et puis, chose qui est quand même très très intéressante, c'est que grosse part de ces particuliers est arrivée à un moment où la bourse était très basse. En France, la masse des nouveaux investisseurs, c'est en mars-avril, au plus bas du marché. Et ensuite, le mouvement s'est poursuivi. Donc, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un signe de bulle, c'est au contraire le signe qu'il y a une population plus vaste qui s'intéresse à la bourse, et c'est notre responsabilité, quelque part, de la garder en la protégeant dans un univers qu'elle apprend à connaître pour certains. Quant à GameStop, c'est une analyse, c'est très intéressant GameStop, parce que c'est d'abord des ventes à découvert massives, une valeur qui était shortée, comme on dit, de façon massive, et qui, de ce fait-là, était extrêmement fragile dans ses valorisations lorsque le mouvement s'est renversé. Vous avez prononcé le terme de SPAC.
c'est une manière un peu originale, je dirais, d'entrer en bourse. Ce sont des chèques en blanc, mais j'attire quand même l'attention sur le fait que le chèque, il est mis sur un compte ségrégué. Le chèque, il n'est pas donné en blanc complètement à un sponsor qui va trouver une cible. Vous avez, l'argent est mis de côté et jusqu'au dernier moment, jusqu'au choix de la cible, si vous n'êtes pas d'accord, vous récupérez votre argent. Je me permets d'attirer l'attention là-dessus. Il peut y avoir un effet d'emballement, et c'est un signal très très important, comme vous l'avez dit Bertrand, parce que une masse de SPAC qui a un intérêt à trouver des cibles dans les 2 à 3 ans, évidemment, il peut y avoir un facteur de survalorisation des cibles quand il y a à ce moment-là beaucoup de demandes potentielles. Il y a une autre question que je voulais vous poser en tant que président de l'autorité des marchés financiers, en tant que régulateur des marchés. C'est la question centrale de cette journée, c'est comment la finance peut-elle contribuer à la sortie de crise. Or, si vous voulez, ce dont on s'aperçoit, c'est peut-être pas vrai sur les derniers mois, mais ce dont on s'aperçoit depuis très longtemps, c'est que la fonction de marché primaire, de levée de fonds du marché financier, n'a pas vraiment fonctionné. C'est-à-dire que le montant qui est apporté au marché par les introductions en bourse et par les augmentations de capital a été année après année, dans un passé récent, inférieur au rachat d'actions et au retrait de la cote. Alors, si le marché n'assume pas cette fonction de marché primaire, à quoi sert-il pour la sortie de crise ? Je crois qu'il faut analyser la période des 10 dernières années avec une boussole qui est la suivante, qui est de dire pourquoi, en effet, il y a eu moins d'introductions, plus de sorties, pourquoi il y a eu moins d'augmentation de capital au cours des dernières années. C'est très très simple dans mon esprit. C'est d'abord parce que une politique monétaire très accommodante a incité les entreprises à s'endetter. Inciter les entreprises à s'endetter, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que quand on est coté, on fait moins d'augmentation de capital. Et quand on est une entreprise non cotée, eh bien, on privilégie le private equity par rapport à l'introduction en bourse. Pourquoi ? Phénomène qui est très très clair quand on regarde, il y a une étude qui est faite chaque année au Royaume-Uni sur private equity versus cotation en bourse. Le private equity, c'est un levier de plus de 6, c'est-à-dire la dette sur les l'EBITDA plus de 6. La cotation, si on compare avec les comparables cotés, on est sur des leviers de moins de 3. Le monde a changé avec la crise. Des pertes ont été introduites dans le système, ont été observées, et donc l'équilibre entre l'endettement et les fonds propres est en train de rebasculer en faveur du renforcement des fonds propres. Et donc là, nous attendons, et c'est ce que nous vérifierons ou non dans les prochains trimestres, que le marché financier, la bourse, est là pour aider à assurer ce rééquilibrage. Une dernière question un peu iconoclaste des subsidiaires, surtout posée aux régulateurs en chef des marchés financiers. Est-ce que les bulles ne sont pas en fin de compte, comme le prétendent certains, bénéfiques à l'économie réelle? Alors, ça renvoie à la question de crise boursière quelque part. Les crises boursières, les vraies crises boursières, c'est extrêmement rare. En mars, il y a eu une baisse drastique des cours. Ça n'est pas une crise boursière. C'est la conséquence sur la bourse de facteurs externes. La pandémie, les perspectives économiques. En 2008, la baisse très forte des bourses est liée à la crise financière. Les vraies crises boursières, quand on réfléchit de façon historique, moi j'en vois en gros 2. Vous allez rire. 1847. C'est pas jeune. 1847 et 2000. Pourquoi ? C'est des moments où la bourse
considèrent qu'on change de monde. Il y a une révolution technologique et il y a un emballement de la bourse. Quand on regarde rétroactivement, ils avaient raison. Trop tôt et trop fort. Mais quelque part, ces bulles ont permis d'accélérer une transition industrielle. Les chemins de fer au 19e siècle, les technologies de l'information au début du 21e siècle, c'est pas forcément une catastrophe. Et c'est peut-être la raison de votre relatif optimisme, parce que actuellement, la hausse des bourses, c'est comme vous le disiez en introduction, c'est la continuation de cette disruption, de cette révolution technologique. Robert Offel, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et la table ronde va se poursuivre. Merci. Merci infiniment. Bonne suite. Au revoir. Bonjour à tous, merci beaucoup après cette vidéo passionnante. Alors, on l'entendait, hein, Robert Offel nous disait que les vraies crises boursières, c'est assez rare, mais on va quand même se poser la question, à quand la prochaine? Alors que, on l'a vu, hein, on le voit, les marchés financiers tiennent le choc, mais il y a quand même quelques signaux qui peuvent montrer une forme de paradoxe. Comment on peut analyser cette bonne tenue des cours alors que l'activité recule ou a tant reculé, que ce flot de liquidités déversé par les banques centrales, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de crise, des risques ici ou là de spéculation? Est-ce qu'il faut craindre un krach après l'euphorie? Pour en parler, nous avons des intervenants de haut vol. Vous avez entendu dans cet entretien Bertrand Jacquillat, qui est le chef d'orchestre avec moi de cette table ronde. Vous êtes membre du Cercle des économistes, vous êtes même vice-président, cofondateur et président d'honneur d'Associés en finance, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. À vos côtés, nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Delphine Damarzi, qui est donc la patronne d'Euronext, présidente directrice générale d'Euronext Paris, membre du directoire d'Euronext, qui a fait débuter sa carrière dans le secteur public, qui a été conseillère auprès de ministres, du premier même, et puis qui a aussi accompagné le projet de banque mobile Orange Bank. Merci d'être là ce matin avec nous. À vos côtés également, Roland de Demandols. Vous êtes président, directeur général de Demandols Gestion. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière aux États-Unis, du côté d'Amundi. Vous avez aussi travaillé à la Société Générale. Merci d'être là ce matin pour nous éclairer. Et puis, il y a aussi Augustin Landier. Vous êtes professeur de finance à HEC. Vous étiez précédemment professeur à la Toulouse School of Economics, que tout le monde connaît, hein, le Cercle des économies a beaucoup travaillé avec vous. Vous avez fait, vous aussi, une grande partie de votre carrière aux États-Unis, à Chicago, à New York University. Vous avez été chercheur résident au FMI. Vous avez reçu de nombreux prix, on ne peut pas tous les citer, mais notamment le prix du meilleur jeune économiste en 2014. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, notamment les 10 idées qui coulent la France. Et puis enfin, Gwenaël Le Boulet, vous êtes l'un des principaux membres du département institutions financières du Boston Consulting Group, le BCG. Vous travaillez beaucoup sur la banque de financement, d'investissement. Vous dirigez aussi au niveau mondial le segment de la banque de gros, du BCG. Merci à vous toutes et tous d'être là pour nous éclairer un peu, pour nous donner votre point de vue sur bien cette situation assez étonnante, assez paradoxale. Hein. Robert Offel nous l'a dit, a montré ce matin un petit peu la façon dont ces marchés se passent. Alors peut-être on commence avec notre chef d'orchestre, Bertrand Jacquillat. À quoi faut-il s'attendre alors? Écoutez, je suis assez perplexe devant la question posée à quand la prochaine crise boursière. Je suis perplexe pour deux raisons, pour le à quand et la deuxième raison, crise boursière.
Et si Augustin Landier a eu le prix du meilleur plus jeune économiste en 2013, en 2014, l'année précédente, et ceci situera le débat, a été attribué le prix Nobel d'économie à deux économistes américains. L'un s'appelle Eugène Fama, professeur à Chicago, et l'autre s'appelle Robert Shiller, professeur à Princeton. Et c'est très surprenant, ces deux nominations, parce que ce sont deux économistes qui ont des idées totalement opposées par rapport au sujet que l'on traite aujourd'hui, à savoir l'existence de bulles boursières et de marchés surévalués, etc. Donc c'est une nomination qui est apparue extrêmement contradictoire. Pour le premier, Eugène Fama, les prix des actions sont à tout moment le reflet de leur valeur compte tenu des informations dont disposent les investisseurs et les marchés. Et pour le second, eh bien, les marchés peuvent être irrationnels pour Robert Shiller. Ils peuvent contribuer donc à la formation de bulles, parce que soumis aux esprits animaux chers à un économiste qui revient à la mode, Keynes, et aux sentiments des investisseurs. Alors, en fait, la crise sanitaire que nous avons vécue, ses implications sur le plan économique, ne permettent pas de départager, personne ne départagera ces deux vues, mais permettent de les éclairer. Et comme je le rappelais dans ma question initiale posée à Robert Hoffel, je vous rappelle qu'il y a seulement 15 mois, c'est-à-dire en janvier 2020, ou même en février 2020, depuis des mois, voire des années, les médias parlaient de bulles boursières. Les marchés mondiaux étaient effectivement à leur zénith. On en était au 130e mois de hausse des marchés d'actions américains sans qu'il y ait eu de correction, c'est-à-dire de baisse de plus de 10%. Donc 130 mois de hausse ininterrompue, ce qui fait quand même 11 ans, et ce qui en faisait le plus long cycle boursier haussier de l'histoire. Et puis, à la suite de l'apparition de la crise sanitaire, patapouf, baisse de 30% en un mois, au mois de mars 2020, il y a 15 mois, ce qui semblait donner raison à ceux qui prétendaient qu'il y avait une bulle sur les marchés. En fait, au moment de l'éclatement de cette bulle, je crois que j'emploie les termes même du président de la République française, qui a parlé d'une guerre qui était engagée contre cette pandémie. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les marchés ont réagi si fortement, si violemment, et de manière si rapide, baisse de 30% en quelques semaines, parce que les perspectives économiques avaient complètement changé. On était en guerre, et qui dit guerre dit destruction de capital physique, dit destruction de capital humain. Or, rien de ceci ne s'est passé. C'est-à-dire que ça a été très grave, mais il n'y a pas eu de... Peut-être les politiques monétaires et économiques qui ont été menées ont été très bonnes. En tout état de cause, il n'y a pas eu ce dont les marchés craignaient. Et en fin de compte, les marchés ont fini l'année 2020, donc il y a quelques mois, en décembre, à un niveau, en tout cas dans la plupart des pays occidentaux, équivalent au niveau qu'ils avaient en début d'année. Donc, voilà, donc pour ce qui est d'une bulle boursière, on peut toujours se poser la question, c'est même dans son adresse de prix Nobel d'économie, lorsqu'il a eu son prix Nobel, Fama a parlé des grandes crises, des grands mouvements baissiers boursiers qu'il y avait eu, et ce qu'il disait, c'est de 29, 2007, 2009, 37, 38, 2000, 2002, 72, 74, et si il avait eu son prix Nobel plus tard, il aurait parlé d'une crise boursière en 2020. Eh bien, en fait, toutes ces baisses boursières sont suivies en général, d'abord, toutes ces hausses, pardon, dont on parle comme étant des bulles, ne sont pas forcément suivies de baisse, et quand il y a une baisse, souvent, cette baisse est suivie d'une hausse aussi importante, voire plus importante, que la baisse qui l'a précédée. Donc on peut se poser une question légitime, laquelle des deux jambes de la bulle est irrationnelle? Est-ce que les marchés avaient trop monté ou est-ce que les marchés avaient trop baissé? Donc voilà ce qu'on peut dire sur la bulle boursière. Il n'est pas sûr qu'elle soit là. Je crois que Robert Hoffel l'a rappelé. Les prix, et d'ailleurs Augustin Landier
et d'autres diront qu'est-ce que c'est qu'une valeur fondamentale d'action, et diront peut-être que, et sans doute, si j'ai bien compris ce qu'ils allaient dire, que ceci peut éventuellement se justifier. Et ce qui est intéressant, et je vais finir là-dessus en passant la parole à Roland de Mandels, c'est ce qu'a dit dans la session précédente, ce qu'avait dit Dominique Sénéquier, lorsqu'on lui disait que les prix étaient sur le non-coté, mais sur le côté aussi, les prix des actifs étaient élevés. Il disait oui, peut-être ils sont élevés, mais enfin ils ont été plus élevés par le passé, dans d'autres circonstances. Et surtout, elle disait qu'il y avait un profond discernement dans la valorisation des différentes sociétés, cotées ou non cotées d'ailleurs. Et il y avait un discernement, elle voulait dire par là qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres, il y en a qui sont moins chers, et là il y a une bonne raison à cela, c'est qu'il y en a qui ont des perspectives tout à fait remarquables, et d'autres qui ont des perspectives plus médiocres. Et donc c'est normal que, et globalement, comme le rappelait Robert Ophèle à la fin de son intervention, il y a quand même des percées technologiques, des grappes technologiques qui sont en train, provoquées par la pandémie, qui se développent, et ceci est tout à fait favorable à la productivité et à la croissance. Voilà, alors je passe la parole maintenant à, si c'est à moi de le faire, à Roland de Demandol, ce qui va justement nous dire en quoi il est normal que les sociétés se vendent à des prix différents. Eh bien, bonjour, merci de votre invitation. Et en effet, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, qui est une question trop difficile. Est-on dans une crise boursière ou non? En revanche, bien sûr, c'est un sujet dont tout le monde parle et je me suis posé la question de savoir, mais pour qui c'était important? Et en fait, m'inscrivant dans ce qui a été dit par Madame Sénéquier, c'est important pour les actionnaires. Parce qu'en effet, eux, en tant que détenteurs d'actions, se disent est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter? Et à partir de là, ma réponse va plutôt être de dire mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un actionnaire en bourse? Parce que la bourse, c'est principalement un lieu d'échange d'actions cotées. Quand on est actionnaire, on est copropriétaire de parts de sociétés. Les indices, c'est une construction mathématique. Il y a 40 000 sociétés cotées dans le monde. Et donc, ça monte, ça baisse, mais en fait, il y a 40 000 sociétés qui montent et qui baissent. Et donc, pourquoi on se pose la question? Un actionnaire, le premier élément, c'est qu'il doit être sélectif. C'est comme dans l'immobilier, emplacement. En bourse, c'est la même chose. C'est sélection de titres. Chacun a ses propres façons de sélectionner un titre, ses propres méthodes. Nous, en tant que professionnels d'investissement, on a quelque chose qui s'appelle un scorecard. On regarde différents éléments qui sont des éléments stratégiques, de positionnement, de business model, évidemment de gouvernance dans le cadre de l'analyse ESG, mais également de ratios financiers. Bon. L'autre élément important en tant qu'actionnaire, c'est on donne sa confiance à des managers, à des équipes de direction. Et donc, c'est une autre caractéristique. Au-delà de savoir où va la bourse, où va l'indice, non, on regarde, je suis actionnaire de telle ou telle société, en plus après l'avoir choisi, parce que j'ai confiance dans le management, dans l'équipe de management qui va être en mesure de développer des marchés, des nouveaux produits aux quatre coins du monde. Bon. L'autre élément, évidemment, c'est accepter la volatilité, ce qu'on appelle la volatilité, c'est le fait que tous les jours, les cours de bourse changent. Bon, contrairement à l'immobilier, vous rentrez pas chez vous le soir avec le prix du mètre carré de votre appartement ou de votre maison qui a changé par rapport à la veille. Donc, quand on est investisseur et actionnaire, tous les jours, ça bouge. Et donc, il faut accepter cette volatilité quotidienne et donc, forcément, de voir un jour ou l'autre les cours monter, les cours baisser, comme ça a été rappelé. Et donc, le dernier point qui est important, c'est s'inscrire dans le temps long. C'est ça, être un actionnaire. Et donc, ça veut dire se donner le temps de voir sa décision d'investissement prendre de la valeur. Les différents guides de l'autorité des marchés financiers ou de l'association professionnelle de la gestion, donc l'AFG, indiquent exactement ça. Le temps d'un actionnaire, le temps d'un investisseur en bourse, comme a dit le président Ophèle, c'est le temps long. C'est comme l'immobilier finalement, même si ça bouge tous les jours. Et ce temps long permet de se donner les moyens de pouvoir, dans le temps, récolter le retour sur investissement que l'on a fait. Et surtout, le temps long permet de passer les tempêtes. Et c'est là où j'essaye de boucler la boucle avec votre sujet, est-on en bulle ou non.
Ben, quelque part, je dirais, peu importe si on a le temps devant soi, si on n'a pas besoin de ces liquidités et de ces actions, si un jour ça baisse, au contraire, si on a un peu de liquidité de côté, ben, si on croit toujours dans cette entreprise et que les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas forcément évolué, ça sera l'occasion de pouvoir potentiellement réinvestir. Donc je pense que, en résumé, c'est ça vraiment l'essentiel pour un actionnaire, un investisseur. C'est oui, tous les jours, il peut voir son cours monter ou baisser, mais je pense pas que le sujet essentiel soit là. Je pense que le sujet essentiel, c'est d'avoir fait le bon choix des sociétés dans lesquelles il est confortable d'être un passager. On est un passager au fond du bus ou devant le bus, mais c'est pas nous qui conduisons le bus. Ce sont les équipes de direction. Donc, on a fait confiance à des équipes de direction pour emmener le bus au bon endroit, et on accepte que de temps en temps, eh ben, on passe sous une tempête pour pouvoir se donner le temps d'avoir eu raison sur son choix d'investissement. Donc voilà en quelques minutes mon propos sur le sujet. Merci beaucoup, c'est très parlant ces images que vous avez prises sur le passager du bus, et merci d'avoir rappelé le rôle d'un actionnaire. Je me tourne vers vous, Delphine Damarzi, parce que on lit et on dit que les niveaux de valorisation sont élevés. On dit par ailleurs que vous avez dans votre pipeline d'introduction en bourse qu'il est assez fourni en ce moment. Est-ce que c'est pas une indication que les marchés sont chers? Alors c'est une bonne nouvelle, hein. Si j'ose dire, voilà, le fait qu'on puisse se poser la question de la bulle parce qu'on a beaucoup de clients est intéressant, mais je préfère me focaliser sur la bonne nouvelle, qui est cette file d'attente, ce pipeline qui est très fourni. Finalement, et alors je pense qu'il faudra, pour cette question de la bulle, attendre qu'Augustin Landier nous réconcilie avec la question, mais que cherchent les entreprises lorsqu'elles viennent en bourse? Elles cherchent évidemment un financement de leur croissance, et on n'est pas les seuls à le proposer. Évidemment, le capital investissement, on y reviendra, a été un acteur très important et complémentaire. Elles cherchent une liquidité permanente, qui est une des spécificités de la bourse. Elles cherchent à préserver leur contrôle stratégique, puisque en général, il y a un contrôle minoritaire, il n'y a pas de contrôle majoritaire sur l'entreprise qui est cotée, et donc on peut préserver le contrôle stratégique des entrepreneurs initiaux, et puis la culture d'entreprise, et puis une visibilité. Alors c'est vrai que sur la période récente, il y a eu une croissance très impressionnante du capital investissement, qu'a décrit Robert Ophèle, avec notamment alimenté par la politique monétaire et par l'effet de levier. Et on a pu se dire à un moment, mais finalement, est-ce que la bourse a encore quelque chose à offrir? Est-ce qu'elle est nécessaire? Et paradoxalement, vous me posez maintenant la question, maintenant que les entreprises retrouvent le chemin des introductions en bourse, est-ce que c'est pas le signe que les valorisations sont élevées? Alors chez Euronext, on n'a jamais changé d'avis sur la question. On a été patient, résilient et constructif, et on a toujours considéré que la bourse avait son rôle à jouer, son plein rôle à jouer de liquidité ultime pour les entreprises. Et c'est intéressant de voir que maintenant que les entreprises ont peut-être davantage mûri qu'auparavant au sein du capital investissement, néanmoins, elles arrivent maintenant dans des tours de table qui les amènent vers la bourse. Parce que d'ailleurs, la contrainte de levier peut-être s'exprime différemment, et qu'on a besoin maintenant de fonds propres et de ratios qui sont peut-être plus raisonnables. Donc, je ne sais pas si c'est pas l'occasion de dire que l'arrivée en bourse peut être une certaine discipline, d'une certaine manière, qui se retrouve moins dans d'autres contextes. Alors, comment est-ce qu'on a été patient et les a accompagnés? De différentes manières. Déjà, en démontrant, par exemple, au cours de l'année 2020, qui n'était pas une année facile, que la bourse peut être un moyen de financement. Il y a eu 21 milliards qui ont été levés à la Bourse de Paris en 2020. C'était en augmentation de 62% par rapport à l'année précédente. Donc un bon exemple. Également, en fournissant aux entreprises qui étaient rentrées en bourse précédemment, qui ont elles-mêmes été patientes, des occasions assez fortes de démontrer la puissance du marché boursier. La semaine dernière, il y a une entreprise qui s'appelle Carbios, qui est une entreprise innovante dans le recyclage par des enzymes de matières plastiques, qui est rentré en bourse en 2013, vous voyez, ça date un peu, sur le marché, sur le segment croissance, qui s'appelle Euronext Growth, et qui a levé 114 millions d'euros, ce qui était le record pour ce marché, auprès d'investisseurs français, européens et internationaux, pour financer sa croissance. Et donc la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que les entreprises rentrent
en bourse, non pas peut-être comme d'autres moments forts d'introduction pour sortir, entre guillemets, pour faire sortir les actionnaires historiques, mais pour pleinement rentrer et financer leur croissance. Cet accompagnement, on l'a aussi fait en développant des programmes de mentoring et d'accompagnement des entrepreneurs qui envisagent la perspective de la bourse. Ça, c'est des investissements de longue haleine. On a commencé sur les marchés historiques d'Euronext, donc France, Belgique, Pays-Bas et Portugal. Aujourd'hui, ça concerne l'ensemble des pays où nous sommes distribués, c'est à 10 pays et plus de 110 entreprises, presque 120 entreprises qui ont été accompagnées cette année. Donc, vous voyez, c'est un investissement de long terme. Et puis, la dernière chose qu'on a faite, je pense qu'il est important de rappeler, c'est qu'on a nous-mêmes étendu notre propre domaine. C'est-à-dire que le projet historique de Euronext, qui est une bourse fédérale qui réunit plusieurs places, les historiques que j'ai cités, il s'est étendu et on s'est pas perdu en chemin, on a continué ça de manière très active. Et quel est l'intérêt? Donc, en rajoutant la bourse d'Irlande en 2018, la Norvège, qui est un pays très dynamique en matière d'introduction d'ailleurs, je le dis en passant, en 2019, et puis cette année, la Borsa Italiana. Quel est l'intérêt et vous dire ça depuis Paris, c'est que ça augmente le bassin d'investisseurs qui sont connectés sur le même pool de liquidités. Vous voyez, et ça veut dire que lorsque vous vous adressez aujourd'hui dans votre environnement naturel, qui est l'écosystème parisien pour les entreprises françaises, vous avez accès à une bourse dans laquelle vous allez être finalement bien connecté à votre écosystème et dans un environnement juridique que vous connaissez bien, et néanmoins connecté aux marchés mondiaux. Et je pense que si on n'avait pas fait ça en même temps, aujourd'hui, on ne serait pas en mesure d'offrir la réponse nécessaire pour la sortie de crise. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci d'avoir montré l'éventail, le panel qui est offert aux entreprises. Gwenaëlle Le Boulet, donc du BCG, finalement c'est une bonne nouvelle qu'il y ait autant de liquidités parce que on a pas mal de besoins face aux enjeux qui nous attendent. On pense à la transition écologique, on pense à un certain nombre de domaines pour la relance. Est-ce que finalement, c'est pas une bonne nouvelle? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Et pour mon propos, je voudrais revenir sur deux facteurs premiers qui sont derrière cette histoire de crise boursière. Ces facteurs premiers, c'est d'abord quelle est la demande en capitaux, comme vous le soulignez à l'instant, des entreprises. Est-ce que cette demande est forte? Et elle l'est en l'occurrence. Et d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y a un appétit des investisseurs institutionnels ou individuels à investir? Si je vais sur la demande des entreprises, je voudrais faire un coup de zoom sur un des sujets de passion qui est la transition énergétique, la transition climatique, comme vous le soulignez. Alors, la transition climatique, ça va coûter entre 3 000 et 5 000 milliards de dollars par an dans les 30 prochaines années. Qu'est-ce que c'est ces 3 000 à 5 000 milliards de dollars par an? C'est les montants qu'il faut pour transformer toutes les industries dans des nouveaux processus industriels qui polluent moins, dans des chaînes d'approvisionnement qui vont être beaucoup plus vertes, dans des nouvelles technologies comme l'hydrogène, comme la capture de carbone, etc. C'est un montant absolument considérable et qui en fait une falaise d'investissement qui est inédite depuis les efforts de reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale, enfin après la Deuxième Guerre mondiale. Qui va financer cela? Eh bien, très schématiquement, on peut imaginer trois sources de financement. Il y a d'abord le financement public, le financement des États, direct ou indirect, le financement par les banques, et puis le financement par les investisseurs. Alors, le financement public, il est essentiel parce qu'il permet d'initier, d'amorcer la pompe de nouvelles technologies qui sont encore non finançables autrement, souvent. Mais nos estimations au BCG, et en travaillant en commun avec 13 grandes banques mondiales au sein du Global Financial Market Association, c'est que ça va probablement être moins de 10% de l'équation que je mentionnais tout à l'heure. Ensuite, en deuxième ligne, il y a les banques. Les banques, nous estimons qu'elles vont représenter environ 40% de ce montant d'investissement par l'intermédiaire de leur bilan en fournissant des financements, par exemple des financements d'infrastructures, des financements de projets. Et ça va être absolument essentiel. Et enfin, il y a les investisseurs. Et les investisseurs, c'est à la fois les investisseurs en actions, les investisseurs en obligations. Et nous pensons qu'il y a environ 30% de ces 3 000 à 5 000 milliards qui vont venir d'investissements en actions et à peu près 20% qui vont venir en obligations. Donc, ces 30 et ces 20%, ça représente le besoin gigantesque en financement pour accompagner la transition climatique. En face de ça,
Autre bonne nouvelle, eh bien, il y a un appétit des investisseurs pour investir dans ce sujet important. Quand on voit les fonds qui sont labellisés ESG, par exemple, qui sont une partie des fonds qui vont servir à tout cela, eh bien, il y a eu, par exemple, l'année dernière, 30% de croissance des fonds labellisés ESG aux États-Unis. Donc, il y a à la fois un besoin très fort des entreprises en capital et il y a, de l'autre côté, un appétit des investisseurs de la part des fonds de pension, de la part de notre épargne, à vous et moi, pour investir dans ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est un facteur qui va aller dans le sens de créer un besoin, et c'est pas une bulle, c'est un besoin d'investissement qui se retraduit dans ces valorisations dont nous parlons. Merci beaucoup pour ce besoin d'investissement que vous soulignez. Augustin Landier, donc je rappelle, vous êtes professeur à HEC. Quand même, tout ça est très positif, on l'a vu avec les précédents intervenants. Mais notre sujet, c'est à quand la prochaine crise boursière? Est-ce qu'il n'y a quand même pas des craintes de bulles, de spéculation qu'il faut observer avec un petit peu d'attention derrière l'euphorie? Oui, donc vous nous ramenez un petit peu à la question d'origine et je vais essayer de compléter un peu ce qui a déjà été dit. Disons déjà pour compléter ce que disait Bertrand, je pense qu'un des messages de l'analyse des données, c'est que la seule bonne réponse à cette question, c'est forcément une réponse de Normand. C'est-à-dire, comme le rappelait Bertrand, il y a des corrections à la baisse qui peuvent être rapides et violentes, ça se produit historiquement, mais aussi elles sont par nature imprévisible, enfin difficilement prévisible avec certitude. Et donc, même quand il y a des symptômes, le mieux qu'on peut faire, disons, c'est d'essayer de définir ce que sont les symptômes de ces bulles. Mais en revanche, c'est toujours très difficile de définir leur correction parce que par définition, une bulle, c'est au fond c'est une situation où les gens se passent la patate chaude, ont le sentiment qu'ils pourront toujours trouver quelqu'un de plus optimiste qu'eux. Et finalement, le moment où les bulles crèvent, c'est un moment que personne n'a vraiment historiquement réussi à timer de manière répétée. Donc il y a des gens dont finalement l'identité est de toujours dénoncer, enfin c'est ce qu'on appelle les bears, les ours qui dénoncent toujours la surévaluation des marchés, mais très peu d'entre eux ont réussi à timer les marchés et avoir raison vraiment de manière précise. D'ailleurs, tous les fonds qui avaient essayé de shorter la bulle du Nasdaq juste avant les années 2000 sont presque tous morts en fait parce que la bulle a duré plus longtemps que ce que les gens anticipaient. Donc par nature, voilà, les bulles sont imprévisibles. Deuxième point, donc est-ce qu'il y a des symptômes? Là, effectivement, oui, je crois que la combinaison des SPAC, le fait les covenants dans les contrats de dette qui sont de plus en plus légers, l'attrait des crypto-monnaies qui, par définition, une valeur fondamentale un peu difficile à évaluer. Tout ça suggère un petit peu, voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui rappellent un petit peu la situation de la bulle du Nasdaq, de la bulle Internet des années 2000. Alors, peut-être pour prendre un petit peu de recul, réfléchissons à ce que c'est que la valeur fondamentale d'une entreprise. Et c'est un petit peu, je vais utiliser, enfin ça va pas être très compliqué, ça sera rapide, mais il y a 4 ingrédients à vraiment distinguer pour se poser sainement la question de qu'est-ce que c'est que la valeur fondamentale. Et à partir de là, on peut se poser la question de est-ce que les marchés sont déconnectés du réel, est-ce qu'ils sont déconnectés des fondamentaux. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 4 ingrédients? Si vous cherchez à calculer la valeur d'une entreprise a priori, comme ça, en essayant d'anticiper le futur de ses profits, il faut anticiper les profits à court terme, combien l'entreprise va gagner dans l'année qui vient, les profits à moyen et long terme, donc ça consiste au fond à anticiper un taux de croissance de l'économie qui dépend de facteurs plus macro et pas simplement de est-ce que l'entreprise que je regarde est bonne ou pas. Et puis ensuite, il faut actualiser ses profits futurs, et donc il faut regarder le taux sans risque qui joue un rôle important, mais aussi la prime de risque que vous appliquez, qui correspond à l'appétit, disons, des investisseurs pour le risque. Et alors, si vous utilisez ce framework qui est classique, qui est un framework d'actualisation des cash flows futurs, si vous repassez un peu le film de ce qui s'est passé depuis la crise du Covid, la correction des marchés pendant la crise du Covid, elle n'est pas justifiée intégralement par la baisse des profits des entreprises, qui était une baisse de court terme. Donc, elle suppose une hausse de la prime de risque. Les gens ont paniqué en quelque sorte, ou ils se sont déleveragés, ils ont considéré qu'on leur faisait, ils absorbaient trop de risques par rapport à ce qu'ils souhaitaient. Mais très rapidement, les marchés, souvenez-vous, sont revenus. Le SP500 est revenu à son niveau d'origine dès l'été 2020.
Et à ce moment-là, la presse a beaucoup commenté, oh, les marchés sont déconnectés du réel, l'économie va mal et pourtant la bourse s'envole. Or, en fait, ce retour des marchés à la normale, au niveau d'avant la crise du Covid, il était en réalité très rationnel, il était intégralement expliqué par la baisse des taux longs qui font que les profits de long terme étaient valorisés plus au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est complètement mécanique, rationnel. Cette baisse des taux et l'intervention très massive des banques centrales qui est derrière ça le justifiait. Alors sur la séquence plus récente, aux États-Unis, justement, les taux longs ont commencé à augmenter sans que la bourse elle-même corrige beaucoup à la baisse. Et donc ça, c'est un des premiers symptômes qui fait que peut-être que les marchés sont un peu optimistes. Donc là, pour pousser un petit peu plus l'analyse, malgré tout, quand on interroge les gens sur leurs anticipations de long terme, les anticipations sont optimistes. D'abord, les profits actuels ont surpris à la hausse les analystes, et puis il y a tout un regain, disons, d'innovation technologique qui fait que le consensus est assez optimiste en fait sur l'idée qu'on est sorti d'une phase de croissance faible, et il y a beaucoup d'optimisme technologique. Cet optimisme sera peut-être démenti par les faits, mais en tout cas c'est vrai que les valorisations actuelles reposent sur une anticipation de croissance de long terme des entreprises qui est plus élevée qu'elle ne l'était à la veille du Covid. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Après, je pense que les cours actuels sont un petit peu portés vers le haut et du coup très résistants même aux mauvaises nouvelles pour trois raisons qui font d'ailleurs que peut-être qu'ils se décollent un peu de la valeur fondamentale. Donc la première, c'est que je pense qu'on est dans une période où les différences de croyances sont très élevées. Si vous interrogez les gens, vous verrez, il y a des gens très optimistes, d'autres au contraire très pessimistes sur où va la planète, des gens qui pensent que sur le changement climatique, on n'arrive pas du tout à se coordonner, etc. Donc il y a un spectre de croyances très élevé. Et dans ces circonstances, ce qui se produit, c'est que le prix du marché est fait plutôt par les optimistes. Donc si vous pensez que la vérité, pour faire vite, c'est plutôt la croyance moyenne, une sorte de consensus dans la population, c'est ça qui vous rapproche, si vous croyez à la sagesse de la foule, disons, le prix, il n'est pas fait par le citoyen moyen ou l'épargnant moyen, mais plutôt par quelqu'un d'un peu optimiste, pour une raison très simple, qui est que les gens pessimistes ne peuvent pas vraiment s'exprimer. Leur seule manière de s'exprimer, ça serait de vendre à découvert, de shorter, comme le disait Robert Hoffel, et ça, très peu de gens peuvent le faire, d'autant plus que l'affaire GameStop, l'affaire Archegos, la combinaison de ces deux affaires fait qu'en fait, les gens qui sont prêts à faire des paris à la baisse vraiment très expressifs, c'est une toute petite fraction des investisseurs aujourd'hui. Et donc ça fait que le prix d'aujourd'hui, il reflète plutôt la partie d'entre nous qui sont assez optimistes sur le futur. Mais encore une fois, c'est pas des croyances délirantes, c'est des croyances qui reposent pas sur des scénarios qui ne seraient pas plausibles du tout, mais simplement sur un narratif assez optimiste. Le dernier point que je voudrais faire, c'est sur l'inflation. Je crois aussi qu'un deuxième élément qui supporte les cours des actions vers le haut, c'est le fait qu'au fond, l'investisseur aujourd'hui n'a pas vraiment d'alternative. Parce que ce retour du thème de l'inflation fait qu'aujourd'hui, investir sur des obligations de long terme est risqué. Et donc ce risque fait que, au fond, vous êtes un peu obligé de garder une exposition assez forte aux actions. Il n'y a pas d'alternative qui vous permettent d'approcher le futur et d'avoir des rendements positifs de manière non risquée. Donc voilà un petit peu les thèmes que je voulais mettre sur le tapis. Je crois qu'en particulier ce thème de l'inflation va nous poursuivre et qu'il est assez central parce qu'au fond, vous voyez, il n'y a pas de scénario positif pour en sortir. C'est-à-dire que soit les banques centrales effectivement sortent du quantitative easing, auquel cas les taux vont remonter et du coup les obligations longues à taux fixe vont baisser fortement, ou bien elles n'y arrivent pas, mais dans ce cas-là, il y aura une sorte d'inflation très forte qui jouera un rôle négatif également sur la valorisation des dettes. Voilà, donc je conclurai là avec une réponse de Normand qui, encore une fois, est peut-être, à mon avis, la seule réponse possible à une question comme est-ce que c'est le moment de retirer ces actions. Je crois qu'il n'y a pas c'est pas possible et que c'est en réalité jamais possible de prévoir les épisodes de crise. Merci beaucoup pour cet éclairage très pédagogique. Justement, vous parliez beaucoup d'inflation. Bertrand Jacquillat, est-ce que la prochaine crise boursière ne peut-elle pas résulter de cette inflation à nouveau galopante? Bon, alors ça, c'est une remarque de journaliste. Une inflation galopante. Un adjectif fortement exagéré. Dans la précédente session animée par Patrick Artus,
Elle a commencé par ou plutôt avant la session de Patrick, elle a commencé par une interview de François Villeroy de Galhau, qui, comme vous le savez, est gouverneur de la Banque de France, et qui a tenu des propos extrêmement affirmatifs sur le risque d'inflation. Il n'y a aucun, d'après lui, il n'y a aucun risque d'inflation et il n'y a aucun risque d'inflation importée des États-Unis. Il y a probablement, peut-être, que ce que la plupart des économistes pensent, c'est-à-dire une montée de fièvre, mais tout à fait passagère, liée justement à la sortie de crise et à l'engouement, au redémarrage des économies, avec des goulets d'étranglement, avec des prix des matières premières qui augmentent, etc. Mais ceci ne devrait être que passager. Donc, je ne pense pas que... Mais de toute façon, vous savez, la question, c'était à quand la prochaine crise boursière, et je souscris tout à fait à la réponse de Normand conclusive d'Augustin Landier, c'est-à-dire que je m'appuierais même non seulement sur lui, mais sur Alan Greenspan, l'autre prix Nobel qui pense que les marchés peuvent être irrationnels, c'est-à-dire Robert Shiller. C'est celui qui avait susurré à l'époque, en 1997, qui avait susurré à l'oreille de Alan Greenspan, qui était à l'époque le gouverneur, le président de la Federal Reserve américaine, de la Banque centrale américaine, qui avait susurré ce terme que Greenspan a utilisé quelques jours plus tard devant un congressional hearing, devant le Sénat, d'exubérance irrationnelle. Et alors, certains se demandent si, justement, les banques centrales, les gouverneurs de banques centrales, ils sont bien placés, ils ont beaucoup de statistiques, ils sont à la fois observateurs et acteurs. Ils sont bien placés pour essayer de maîtriser ces engouements boursiers. Eh bien, Greenspan s'est toujours refusé. Il a toujours pensé que, d'abord, c'était bon pour les hedge funds, mais pas pour les banques centrales. Comme le rappelait Augustin il y a un instant, en début de son intervention, les hedge funds qui ont joué la cherté des bourses, la cherté du Nasdaq, il y a 25 ans, eh bien, on a pratiquement tous disparu. C'est un exercice extrêmement difficile. Et puis, Greenspan disait, écoutez, ça coûterait peut-être plus cher de casser une bulle, même si elle existe, de la casser, à cause des dégâts que ça provoquerait, plutôt que de réparer l'économie après que la bulle ait effectivement éclaté. Donc le à quand, c'est difficile à dire, et je ne pense pas que, bien que ce soit effectivement un thème qu'on voit bien dans la presse et partout des commentateurs, je ne pense pas que l'inflation, qui est une préoccupation certaine, hein, et à juste titre, mais ce soit le facteur qui déclencherait une grave crise boursière. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, on parle des entreprises un peu en général, mais on voit qu'il y a quand même des valeurs technologiques qui ont pris qui ont grimpé. Delphine Damarzi, est-ce que il n'y a pas un risque de bulle autour de ces valeurs technologiques? C'est aussi ça que nous enseigne cette pandémie, en tout cas cette période. Ah, je vous entends plus. Allô, allô? Je m'étais sagement mis en mute, pardon. Merci. Alors, en essayant de ne pas être trop normande, cette question, ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir de temps en temps l'impression que les informations stratégiques ne sont pas reçues par les marchés, et c'est peut-être aussi ça qui a donné ce sentiment de vertige à voir la bourse décaler fortement, pardon, au lancement de la pandémie et revenir aussi vite, comme si rien ne s'était passé, alors que dans votre quotidien, on était peut-être plus frappé des impacts que pour des crises plus théoriques, plus diffuses auparavant. Et donc il y a quand même eu un phénomène de rotation d'actifs assez fort, avec des déplacements et des nouvelles qui ont été directionnelles, c'est-à-dire qui ont vraiment eu des impacts. La pandémie initialement, puis des vaccins, et des rotations fortes entre différentes stratégies. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dans ce contexte-là, effectivement, les valeurs technologiques ont plutôt tiré leur épingle du jeu. Alors on peut imaginer que ponctuellement c'est des paris sur des stratégies risquées, mais la bourse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est bien positionnée pour des valeurs risquées, puisque vous n'avez pas la valorisation étant permanente, vous pouvez vous permettre d'être patient.
contrairement à une détention plus privée, dans laquelle il faut normalement avoir des cash flows pour assurer le quotidien. Voilà, donc c'est pas forcément si paradoxal que ça de voir ces valeurs technologiques portées en bourse. Il peut y avoir là-dedans, bien sûr, des effets d'entraînement. On pourra reparler des SPAC le cas échéant, mais il y a toujours une différenciation projet par projet à exercer, évidemment, dans le jeu des investisseurs. Mais en tant que classe d'actifs, c'est assez normal et sain que les valeurs technologiques, qui sont d'ailleurs assez nombreuses sur la bourse de Paris, on estime qu'on a 327 valeurs tech sur 817. Et ça forme à peu près la moitié des valeurs tech de l'ensemble des bourses Euronext. Donc on est assez bien positionné, quoi qu'on entende parfois, sur ces valeurs. Voilà. Moi, je suis pas forcément pessimiste sur les valeurs tech, au contraire. Non, mais on voit que tous vous êtes d'ailleurs assez optimistes. Gwenaëlle Le Boulet, est-ce que finalement réorienter l'épargne vers l'entreprise, on en parle beaucoup, pour s'adapter au nouveau contexte, vous l'avez vraiment souligné, les nécessités pour la transition climatique, mais transition écologique, démographique, technologique. C'est pas finalement aussi le seul chemin possible, et comment on peut faire? Alors, je ne sais pas si c'est le seul chemin possible. En tout cas, c'est un chemin qui me semble souhaitable. C'est-à-dire que il me semble souhaitable des deux aspects. Il me semble souhaitable qu'il y ait une participation active d'un certain nombre d'entre nous, ceux qui le peuvent, à travers leur épargne, à cette révolution climatique, à cette révolution industrielle qui est la technologie dont vous parliez à l'instant. Donc, elle est souhaitable. Elle offre par ailleurs un complément d'épargne, et je laisserai mes collègues commenter s'ils le souhaitent et si on en a le temps, mais dans un environnement à taux très faible, se pose la question pour les investisseurs individuels qui épargnent pour leur retraite, pour des projets, de où mettre leur argent épargné. Et aujourd'hui, à taux très faible, les véhicules classiques d'investissement individuel ne rapportent évidemment pas grand-chose. Et donc se pose la question du coup de où est-ce qu'on peut investir. Et tant qu'à faire, et c'est la vague ESG, je pense qu'il y a un sentiment collectif d'investir dans des choses utiles pour la planète, utiles pour le monde que vivront nos enfants, qui devient vraiment une vague de fonds extrêmement forte. Je citais tout à l'heure plus 30% en un an sur les valeurs ESG aux États-Unis. Merci. Roland de Mandols, une question. Pour investir, il faut avoir confiance. On en est où justement? Est-ce que c'était Robert Ophèle qui expliquait qu'il y avait l'apparition de nouveaux petits porteurs, de nouveaux investisseurs? Est-ce que c'est le signe de la confiance? Est-ce que cette crise montre aussi un changement dans l'attitude des actionnaires? Oula, c'est une question intéressante, assez ambitieuse. Écoutez, au moins une petite dose de confiance. Ah ben oui, bien sûr. S'il n'y avait pas cette confiance dont on a parlé, on ne verrait pas de nouveaux actionnaires oser mettre une partie de leur épargne en bourse. Et donc, oui, il y a de la confiance, et heureusement qu'il y a de la confiance. J'espère juste qu'il y a aussi une certaine compréhension du temps qu'il faut se donner pour que quelque part cette confiance soit correctement rétribuée, et que donc si c'est juste pour essayer de faire un aller-retour gagnant à court terme, j'ai bien peur que les gens soient déçus. Il y a eu un phénomène extraordinaire pour les investisseurs qui sont rentrés au plus bas il y a un an et puis qui ont vu ensuite leurs investissements peut-être doubler en un an avec le rattrapage depuis un an. Bon, moi j'aimerais surtout les voir aujourd'hui se dire bon ben j'ai encore confiance aujourd'hui, même si j'ai déjà beaucoup gagné d'argent. Et pour en revenir aux valorisations dont vous parliez, vous savez que Amazon se paye moins cher que d'autres valeurs françaises dans les calls. On va dire que, pour pas citer de nom, mais entre les GAFA
et les calls, nos Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH, figurez-vous que certaines de nos calls se payent plus cher que les techs. Donc finalement, pour des raisons tout à fait justifiées. Donc finalement, ce n'est pas uniquement dans la tech qu'on a des valorisations, ou en tout cas la confiance dans l'avenir et dans la croissance attendue de ces sociétés. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions. Elles sont nombreuses, aux questions des internautes, des auditeurs qu'on remercie de nous suivre à distance dans cette table ronde virtuelle organisée par le cercle des économistes. Alors, une question, est-ce que justement ces petits porteurs l'arrivée de ces petits porteurs peuvent changer la donne, nous demande Sylvain qui est à Grenoble. Qui veut répondre? Oui, Delphine Damarzi. Je vous entends pas, vous avez dû vous mettre sur mute. Ouais, désolé. Oui, peut-être donner des petits éléments de contexte qui sont pas forcément très connus. Donc effectivement, les petits porteurs sont revenus. Alors à Paris, phénomène encouragé par la Française des Jeux initialement, qui avait remis un petit peu les gens dans le bain, si j'ose dire, et puis ensuite devant leur écran pendant la pandémie, certains se sont mis effectivement à cliquer. Et toute la question de savoir si on a des nouvelles générations de traders ou d'investisseurs. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont là pour jouer ou est-ce qu'ils sont là pour rester? Alors, ce qu'il faut savoir sur les investisseurs particuliers, c'est qu'ils sont surreprésentés plus que proportionnellement donc dans les valeurs mid-cap, petits et moyens, et très largement surreprésentés dans les introductions en bourse. Donc c'est vraiment intéressant de voir que les investisseurs particuliers s'intéressent à des histoires particulières, et je pense qu'on peut lier ça aussi à l'ESG parce qu'on est un petit peu moins dans une logique de uniquement liquidité et capitalisation, mais plus une histoire spécifique d'une entreprise. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du discernement évidemment, mais c'est intéressant de voir si vous voulez ce rôle-là. Et puis après, deuxièmement, malgré ce côté un peu gaming, joueur de la pandémie, les investisseurs particuliers sont généralement des investisseurs longs. Ce sont des gens qui sont là pour rester. Donc on va voir. Moi, je trouve ça extrêmement positif qu'on ait une nouvelle génération qui arrive. On sait que les boursicoteurs ils sont une plus génération jeunes, assez vieillissante. Voilà, et puis il y a une sorte de saut de génération. Il va y avoir de l'éducation, mais pour l'éducation financière et l'indication de la vie de l'entreprise, qui je pense est un des objectifs aussi du cercle des économistes, je pense que c'est extrêmement positif qu'on ait une nouvelle génération qui s'intéresse à ses projets individuels et au fonctionnement des marchés. Alors, il n'y aura pas que des belles histoires. Et effectivement, la trajectoire que certains ont connue ne peut pas se reproduire, sauf à vraiment rentrer dans une bulle. Mais pour autant, je pense qu'il y a une éducation qui peut se faire assez vite. Et en tout cas, il était vraiment très utile qu'on ait fait ce saut de génération pour retrouver finalement un comportement qui d'ailleurs était presque excessivement on avait une disparition particulière sur la France, hein, pour des raisons bien connues de rôle de la gestion, etc., d'intermédiation. Donc finalement, on retrouve, en ayant plus que doublé de 2 à plus de 4% la proportion d'investisseurs particuliers sur nos marchés, on retrouve quelque chose qui est un petit peu plus standard, hein, et je pense que c'est une bonne chose pour notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une question qui peut-être s'adressera à Augustin Landier, je sais pas. On a Maryse qui est à Marseille et qui nous demande est-ce que cette hausse de la bourse ne risque pas de créer des inégalités? Nous sommes en France et cette question des inégalités se pose. Qui veut répondre? Peut-être, je proposais à Augustin Landier, mais peut-être. Oui, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a une double inégalité qui vient du fait que bon, effectivement, le stock, disons, d'actions boursières est plutôt détenu par des gens aisés et même âgés, et donc c'est eux qui profitent en priorité d'une hausse de la bourse. Et puis aussi finalement la part de la population qui est capable d'encaisser des risques élevés, c'est plutôt aussi la population aisée qui peut se permettre de perdre de l'argent, ce que ne peuvent pas se permettre beaucoup de gens. Donc la réponse est oui, mais c'est pas un phénomène, c'est un phénomène qui est plutôt plus petit quand on le regarde à l'échelle du pays, à l'échelle agrégée, que la hausse de l'immobilier, qui est aussi une conséquence un peu mécanique de la baisse des taux longs. Donc quand les taux baissent, et ça c'est vraiment des décisions des banques centrales, ça a l'effet d'augmenter le prix des actifs et du coup d'augmenter la hausse des inégalités de richesse. Après, pour les inégalités
consommation ou de revenus, c'est différent parce qu'en un sens, si la hausse de la bourse est essentiellement le reflet d'une baisse des taux, bah après tout, ça ne veut pas dire que les dividendes reçus par les gens mois après mois vont être plus élevés, auquel cas finalement les flux de revenus ou les flux de consommation de ces ménages aisés vont pas être impactés. Donc il y a un débat en ce moment en économie en fait sur est-ce que ce qui est important c'est les inégalités de richesse ou bien est-ce que c'est plutôt les inégalités de consommation. Mais oui, la réponse est oui, et c'est essentiellement les politiques monétaires qui sont derrière ça, c'est pas la bourse en particulier, ça concerne aussi l'immobilier. Merci. J'ai une question aussi qui arrive. On a de la chance, on a de nombreuses questions de la part de Jean-Louis qui, lui, nous suit à Paris. Et il dit, on entend beaucoup parler de cyberattaques. Est-ce que on est tombé dans l'ère du digital? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de tentatives d'arnaque sur les marchés boursiers? Qui veut répondre? Je pense que c'est un investisseur peut-être inquiet, qui pourrait craindre que ça déstabilise les marchés. Alors, si personne veut le prendre, je peux peut-être dire deux choses. D'une part, alors au nom de l'AMF, qui n'est pas donc l'AMF émet régulièrement des avertissements sur des propositions d'investissement frauduleuses ou suspectes. Donc, il faut encourager cet internaute à regarder régulièrement les publications de l'AMF et il faut se méfier de ce qui a l'air trop beau et qui promet justement des rendements exubérants. Et puis ensuite, deuxième réponse, comme toute infrastructure de marché, alors cette fois-ci je parle de Ronext et de son rôle d'opérateur, nous avons évidemment des systèmes de prévention des attaques et de remédiation qui sont très sophistiqués, très important sur nos data centers, parce que c'est que la bourse aujourd'hui c'est quand même principalement des données plus qu'un lieu, et donc une sophistication très importante de notre système de protection. Ça fait partie des éléments qui sont tout en haut de nos systèmes de maîtrise des risques. Et je pense comme tous les acteurs financiers. Nous avons une question maintenant merci beaucoup, de Georges qui nous demande: ne faut-il pas craindre des bouleversements à cause des crypto-monnaies? Vous en avez un petit peu parlé, Augustin Landier, tout à l'heure, les phénomènes de Bitcoin, là, peut-être que ce sont des actifs qui sont trop beaux. Est-ce que ils peuvent générer des bulles? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question de Georges. Allez-y. Allez-y. Sur cette question, les crypto-monnaies, ou plutôt les crypto-actifs, en fait, on en est au début d'un phénomène qu'on ne comprend pas vraiment collectivement, et qui est aujourd'hui un phénomène d'initié, mais qui est là pour durer, sous une forme ou sous une autre, parce que derrière, il y a une révolution technologique phénoménale qui s'appelle la blockchain. Et autour, on a des univers qui se créent, par exemple dans le jeu, autour de l'utilisation de ces cryptos-actifs pour pouvoir échanger. Donc, on en est au début de la compréhension de à quoi ça sert. Ça a été justement dit initialement, à quoi ça sert. Aujourd'hui, on commence à comprendre que dans un univers fermé de joueurs de jeux vidéo, eh bien, pour échanger, pour acheter des nouvelles caractéristiques du jeu, plutôt que d'utiliser peut-être de l'argent sur un compte bancaire, on utilisera des tokens de crypto-monnaies qui pourront s'échanger. Donc, il y a ce début de compréhension. Et par rapport aux autres monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum, quelque part, il y a des phénomènes de bulles parce qu'il y a l'offre et la demande, et c'est ça qui va faire jouer le prix. Mais on ne sait pas très bien exactement à quoi cela sert. Mais donc fondamentalement, oui, peut-être. On voit bien, l'Ethereum a doublé en un mois. C'est passé de $2200 à $4000 en un mois. C'est juste gigantesque. Mais c'est un phénomène difficilement compréhensible aujourd'hui, mais qui est là pour durer d'une manière ou d'une autre, quand collectivement on aura mieux compris à quoi ça sert.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle pour les internautes qu'il y a une session spéciale cet après-midi sur ce sujet des crypto-monnaies que j'ai la chance d'animer cet après-midi. Peut-être pour terminer, une question autour de l'attrait de la finance durable, des valeurs vertes. C'est une question d'Agnès qui se trouve à Montpellier. Qui veut répondre? En quoi ça peut changer peut-être? Allez-y. C'est un petit peu comme ce que Delphine nous disait sur les valeurs technologiques. On peut dire qu'elles sont survalorisées. On peut aussi penser que ça reflète la révolution technologique, la révolution industrielle qui est celle dans laquelle nous sommes, et le fait que les entreprises qui portent cette révolution industrielle ont un avenir devant elles. Et bien, c'est un peu la même chose avec les valeurs vertes. Face au défi climatique qui est colossal, il y a un certain nombre de green tech qui se mettent en place. Il y a un certain nombre d'entreprises qui investissent dans la transition, plus ou moins vite, dans des nouvelles technologies. Et ça, on peut penser, si on croit que la planète en a besoin, qu'il va y avoir par ailleurs une pression colossale des pouvoirs publics et des concitoyens pour faire ça, que c'est des valeurs qui ont une chance de monter. Or, comme toujours, c'est comme dans la tech, il y aura des valeurs qui vont réussir, il y en a peut-être d'autres qui vont pas réussir. Hein. C'est la loi schumpeterienne des entreprises. Mais ce qui est sûr, c'est que de manière globale, c'est une révolution technologique. Comme il y a une révolution technologique sur la partie digitale, il y a une révolution technologique autour du green. Et ça va porter des valeurs vertes pour le futur, soit des acteurs spécialisés, soit des acteurs traditionnels qui vont se mettre à aller vers ces domaines-là. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui ne vont pas réussir à prendre ce train-là en marche et qui vont rester sur le bord de la route. Merci beaucoup. On arrive au temps. Ah, peut-être Delphine Damarzi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en deux mots, mais uniquement si on a le temps. Oui, pour dire que dans ce qu'un marché financier offre, il y a bien sûr les actifs sous-jacents et puis un certain nombre d'éléments autour, notamment les indices. Et chez Euronext, on est également administrateur d'indices et on a proposé un certain nombre de nouveaux indices qui sont positionnés particulièrement sur le domaine ESG, donc le ESG 80 et puis tout récemment, qui a beaucoup fait parler de lui, le CAC 40 ESG. Et donc ça permet finalement aux investisseurs qui ont cette demande, investisseurs là je parle de la gestion ou des particuliers, mais pour les indices ça va être en particulier la gestion qui nous demande ces marqueurs pour pouvoir transformer une demande d'investisseur sur un panier. Donc ensuite on va avoir une création derrière un indice, il va être acheté par quelqu'un qui veut répliquer par exemple un ETF, ce qu'on appelle un tracker dans le langage courant. Désolé, c'est quand même pas en français. Avec finalement le moyen d'envoyer une direction d'investissement et de la cranter par un panier dédié. Et vous voyez bien que derrière tout ça, il y a donc des enjeux importants qui sont finalement qui est dans cet indice ou pas. Et sur le CAC 40 ESG, on a vu qu'il y avait une extrêmement forte mobilisation des émetteurs qui voulaient tous en être, pour une raison très simple, qui est que c'est corrélé à leur stratégie. Et donc en termes je parlais tout à l'heure de visibilité des marchés boursiers, cet élément ESG devient un élément très important de visibilité. Puis derrière, il va y avoir toute une question de structuration des indicateurs pour réussir à considérer ce qui est ESG et ce qui ne l'est pas. Et là, il y a des travaux importants qui sont en cours au niveau européen, parce que tout ça ne doit pas être que des opinions. Il va falloir parler des opinions au jugement et des jugements à la science. Voilà, domaine dans lequel il y a beaucoup de structuration à faire. Merci. On arrive au terme de cette session. Moi, je tiens à vous remercier parce que vous nous avez éclairés tous, mais surtout, finalement, on repart assez rassurés. On a l'impression que, alors cette thématique, c'était notre table ronde, c'était à quand la prochaine crise boursière. Finalement, on se dit on a des raisons d'être rassurés. Je laisse pour le mot de la fin, la parole à notre chef d'orchestre, Bertrand Jacquillat, vous êtes vice-président du Cercle des économistes. Oui. Et peut-être pour faire une petite conclusion, pour terminer cette table ronde. Elle sera toute petite et elle appuie ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il se dégage, me semble-t-il, une grande sérénité des interventions des uns et des autres sur cette table ronde. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que la raison de cette sérénité, c'est parce qu'on est probablement, encore une fois, à la veille, pas à la veille, on y est dedans, mais
ça va durer longtemps, de grappes d'innovation technologique. Et pour revenir aux crypto-monnaies dont il fait état à une session cet après-midi, il est évalué que le développement du secteur de la fintech, c'est-à-dire de la blockchain et tout l'écosystème autour de cela, devrait entraîner des économies opérationnelles du système financier colossales. On les évalue à $400 par an et par habitant de la planète. Donc, effectivement, il y a des perspectives qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui sont un facteur de soutien des marchés. Merci beaucoup, merci à tous pour vos éclairages, merci de nous avoir consacré du temps ce matin. Je remercie aussi tous les internautes qui nous suivent à distance, qui prennent soin de nous envoyer des questions, des commentaires. Je rappelle que cette journée continue cet après-midi, cette journée organisée par le Cercle des économistes en partenariat avec Radio France et France Info. Vous avez un programme très riche cet après-midi pour continuer à évoquer ce sujet ô combien capital de comment la finance peut-elle contribuer à la sortie de crise.